Bonsoir à tout le monde, bienvenue pour le live de ce soir. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. C'était quand? C'était il y a 15 jours, on s'est quitté sur un live au sujet des cycles de l'enfance et de leur impact sur notre vie d'adulte. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent qui va nous apporter des éclairages complémentaires. Qui est la relation spirituelle entre un parent et son enfant. Bonsoir Maxime, bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Voilà, prenez le temps de vous installer. Donc, ce soir, un live sur la relation spirituelle entre le parent et l'enfant. Donc, ça va concerner ici toutes les personnes qui ont elles-mêmes des enfants, qui sont dans un rôle de parent, mais aussi les personnes qui ont un rapport en tant qu'adultes avec leurs propres parents ou qui sont dans un processus de comprendre comment la relation à leurs parents a pu les forger, leur apporter des qualités, leur apporter des difficultés, les aider à grandir. Donc ça concerne à peu près tous les êtres humains. Donc voilà, aujourd'hui relation spirituelle parent-enfant. Et voilà, j'ai reçu plein de questions, donc je vais prendre le temps de répondre à chacune de ces questions. Et si sur ce sujet, au fil du live, ou déjà dès maintenant vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste ici sous le live. Vous avez soit donc le chat, soit le petit logo avec le point d'interrogation et la bulle pour poser vos questions. Bonsoir Sylvie, bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Alors, la première question que j'ai reçue est la suivante. Comment s'incarne-t-on? Question intéressante. Avant d'y répondre, je voulais apporter un petit apport que je trouve intéressant. C'est une phrase que j'ai souvent entendue qui dit que dans la vie, on a soit un guide spirituel, soit un enfant. Et je trouve cette phrase assez à la fois quand même marrante, mais aussi assez éclairante parce qu'en fait, souvent on perçoit les enfants comme des êtres qui sont diminués, qui doivent tout apprendre, qui partent des zéros. Et on oublie qu'en fait, un enfant, c'est juste une âme qui a aussi un parcours très long, très complexe, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de sagesse en elle, et qui vient s'incarner certes dans un corps qui est tout neuf et qui semble recommencer à tout apprendre. Mais en fait, les enfants ont aussi beaucoup de sagesse et beaucoup de choses à apprendre aux adultes. Et c'est vraiment la relation parent-enfant, la relation spirituelle parent-enfant, elle va vraiment dans les deux sens, c'est vraiment un échange. Et c'est en partie ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors comment s'incarne-t-on? En fait, le processus d'incarnation terrestre consiste vraiment en un choix d'une âme de venir dans le plan terrestre pour expérimenter cette réalité-là, apprendre de son propre esprit et incarner sa part spirituelle dans un corps humain et apprendre à redécouvrir sa vraie nature à travers plein de manières. Et la vraie nature de tout être humain, c'est l'amour, et donc de mille et une façons, parce que personne n'a le même chemin, on vient retrouver petit à petit le chemin de ce qu'on a toujours été, ce qu'on appelle l'éveil spirituel le plus souvent. Comment on s'incarne? Alors, si on doit donner des étapes, bien que ce soit bien plus vaste que ce que je vais expliquer, mais si on doit donner des étapes, en fait, avant de prendre place dans un corps humain, l'âme va faire un point avec ses guides. Elle va faire un point sur ses vies passées, décider ce qu'elle souhaite venir apprendre dans cette nouvelle incarnation. Elle va choisir sa forme, elle va choisir des circonstances, elle va choisir ses parents, sauf dans le cas de l'âme débutante, mais on verra ça tout à l'heure. Elle va choisir ses parents, elle va observer, c'est ce que je vois en séance Tara, ou dans d'autres séances d'ailleurs, quand un enfant s'apprête à venir dans la matière, quand une femme va tomber enceinte dans les 9 mois ou les 12 mois qui suivent, il y a des âmes autour qui, comme je dis des fois un peu de manière humoristique, qui étudient le dossier et qui sont en train d'observer en fait si elles ont envie de venir s'incarner auprès de plutôt ces parents-là, est-ce que pour sa mission de vie, cet enfant, cette âme va décider si ce cadre-là, ses parents, avec leur propre bagage émotionnel, leur propre bagage transgénérationnel, est-ce que tout cadre bien avec ce qu'elle souhaite venir apprendre,
si c'est bien le cadre qui va leur donner les bonnes fondations de 0 à 7 ans pour après réaliser leur mission de vie. Donc il y a toute une part où on fait un point en tant qu'âme avec nos guides. On fixe une mission, les apprentissages qu'on souhaite faire. Ensuite, ça peut arriver que le guide nous dise peut-être que c'est trop ambitieux, peut-être que tu pourrais faire comme ci, comme ça, mais en finalité, c'est toujours l'âme qui choisit ce qu'elle veut faire. Et puis après, une fois que l'âme a choisi qu'elle va venir dans cette famille, alors là, la maman va tomber enceinte. Donc le processus d'incarnation se fait comme ça, et puis bien sûr, après, pendant la grossesse, eh bien, chaque mois de la grossesse va correspondre à une part de l'être qui se construit, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan de la conscience, voilà, de se préparer à venir sur Terre. Et c'est aussi, bien sûr, des phases où parfois certaines âmes font demi-tour. Il peut y avoir des fausses couches, il peut y avoir des grossesses qui s'achèvent, et effectivement, ça fait aussi partie d'un moment où l'âme est encore en train d'étudier les choses, voire même au moment où elle arrive dans le corps, elle sait déjà qu'elle ne restera pas au bout. Il y a certaines âmes qui viennent juste pour se familiariser avec la densité terrestre, mais elles se sentent pas encore tout à fait prêtes pour aller au bout d'une incarnation. Donc elles vont volontairement parfois choisir soit une maman qui est destinée à avorter, qui sait d'avance qu'elle veut pas garder un enfant, soit elles vont venir quelques mois, ou voir naître, mais vivre très peu de temps. Tout ça, ça fait partie aussi des choix de l'âme. Voilà pour cette première question. Et donc, ça me fait rebondir sur une autre question que j'ai reçue, qui est l'enfant choisit-il ses parents? Alors, l'enfant choisit toujours ses parents, sauf dans le cas de l'âme débutante. Qui est l'âme débutante? Alors, on l'avait vu durant le live sur les niveaux de conscience sur Terre. L'âme débutante est celle qui n'a pas encore eu d'incarnation terrestre et va du coup être tellement novice dans ce qu'elle peut faire et vivre sur Terre que ça va être son guide qui va choisir ses parents, ses premiers parents sur Terre, pour que ça puisse bien correspondre à sa propre évolution d'âme, que ça soit des parents qui puissent comprendre cet enfant, c'est-à-dire que ce soit des parents avec une âme débutante ou une âme jeune, et que voilà le contexte familial puisse bien cadrer avec les besoins pour cette première incarnation. Mais dans tous les autres cas, effectivement, nous choisissons nos parents. Autre question que j'ai reçue, n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions, des choses qui vous viennent. Je continue les questions, mais n'hésitez vraiment pas à intervenir, c'est vraiment tout le but et l'objet de ces ateliers live. Alors, peut-on transmettre des blessures à ses enfants? Alors, je pense que dans cette question, on parle de blessures émotionnelles, bien sûr. Alors, en fait, quand un enfant naît dans une famille, de par sa conscience, il sait très bien du fait qu'il a choisi ses parents, du fait qu'il a choisi cette famille, cette lignée transgénérationnelle, il sait très bien quel bagage il va recevoir à sa naissance. Et ce bagage est de nature à l'aider dans sa mission de vie. Donc effectivement, on peut transmettre des blessures à nos enfants, mais ça n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui va servir le chemin d'âme de la personne, de l'âme qui s'incarne dans la famille. Et puis, ça reste un plan humain. Donc il n'existe pas d'êtres, il y en a quelques-uns bien sûr, mais la plupart des êtres qui vont fonder une famille, avoir des enfants, sont des êtres humains, avec des états d'âme, des croyances, des émotions. Et bien sûr qu'un être qui va naître dans une famille, encore plus dans le lien mère-enfant, qui va baigner et tout partager sur le plan cellulaire avec sa maman, bien sûr qu'il y a des messages inconscients qui vont se transmettre. Mais ces messages inconscients vont aussi être le terreau pour plein d'apprentissages dans sa vie. Et puis il y a aussi des grossesses qui donnent lieu à un travail très intéressant sur le plan transgénérationnel, sur le plan des blocages inconscients. J'ai déjà souvent remarqué en séance, notamment la séance Tara qui est dédiée vraiment à la grossesse, à l'accompagnement des FIV, l'accompagnement du deuil périnatal, de tout ce qui est autour de la parentalité. Eh bien, j'ai déjà vu que le fait de tomber enceinte ou d'être destinée à tomber enceinte dans l'année qui vient donne souvent lieu, et c'est pas un hasard, à des séances où
enfin peuvent se libérer des héritages émotionnels qui datent de très longtemps. Cette semaine, par exemple, on a travaillé sur des héritages émotionnels qui remontaient à 13 générations, qui étaient des blocages autour du féminin, de la maternité, des peurs ancrées, des événements qui avaient été vécus par d'autres femmes qui faisaient que le corps n'était pas encore prêt à accueillir la vie de manière sereine. Et donc, quand un enfant est destiné à arriver dans une famille, eh bien, parfois ça donne une sorte d'énergie supplémentaire pour que la maman, ou la maman, la future maman, ou la maman qui n'est pas encore enceinte mais qui est destinée à l'être, puisse vraiment débloquer profondément ce qui jusqu'ici pouvait empêcher le processus de procréation. Parce qu'il y a une sorte d'énergie très forte qui émane aussi d'une âme qui a envie de venir, et ça peut aider à débloquer parfois des nœuds dans la lignée qui, avant, avaient du mal à totalement sauter. Autre question que j'ai reçue. Comment peut-on protéger notre enfant de la souffrance? Alors, effectivement, c'est une question qui me revient souvent parce que c'est vrai que j'accompagne beaucoup de parents, j'accompagne des enfants, des adolescents, et il y a toujours cet élan de se dire mais je vais tout faire pour que mon enfant aille bien, ça c'est bien sûr que je le vois énormément, mais je vois aussi beaucoup de culpabilité. Et la culpabilité, c'est cette colère qu'on retourne contre soi parfois en tant que parent. En fait, en tant que parent, on peut tenir la main de son enfant sur le chemin, mais on ne peut pas marcher à sa place. Et ça, c'est important parce qu'on va vouloir souvent tout prendre sur notre dos, vouloir le préserver de la vie elle-même, vouloir le préserver de toute anomalie émotionnelle, de toute émotion qui sortirait du cadre. Mais parfois, ça fait aussi partie de son apprentissage et de sa construction. Donc, on peut le protéger, oui, dans une certaine mesure, quand il y a bien sûr une souffrance manifeste qui peut être évitée. Mais quand un enfant ressent de la colère, exprime de la colère, ressent de la tristesse, eh bien, le mieux, c'est peut-être de ne pas le protéger de lui-même, de ce qu'il ressent, mais plutôt de lui apprendre, le guider dans la direction d'accueillir ses émotions, d'apprendre qui il est à travers ses émotions, de mettre des mots sur ses émotions, de lui expliquer à la fois qu'elles sont acceptables et à la fois qu'elles sont aussi des messagères sur quelque chose qui peut-être a besoin d'être verbalisé avec les mots qui correspondent à son âge. Donc, on ne peut pas se protéger de ses émotions, de sa souffrance, on peut plutôt l'accueillir pour l'écouter et du coup la laisser mieux traverser. Et c'est peut-être ça, protéger un enfant de la souffrance, c'est peut-être l'encourager à ne pas laisser s'installer en lui des états trop lourds, mais l'aider à les accueillir et les comprendre et les communiquer. Voilà, c'est la réponse que je donnerais. Que peut-on apprendre de notre enfant? Alors, une première chose qui me vient, c'est que je vois souvent des enfants actuellement qui expriment beaucoup de colère, d'émotions changeantes, paradoxales, qui ont aussi des phrases qui reviennent beaucoup. J'en ai marre, je suis pas d'accord. Enfin, des phrases très basiques, mais qui en fait, quand on gratte un petit peu en séance, reflètent exactement l'état d'esprit intérieur d'un des deux parents qui n'est pas exprimé de manière totale. Et les enfants sont très très sensibles à leur environnement. Donc ça ne veut pas dire que tout ce que ressent un enfant vient de ses parents, mais ce qu'on peut apprendre de nos enfants parfois, c'est que nos enfants sont un miroir pour nous, et on peut parfois apprendre de soi-même à travers ce qu'exprime un enfant de manière récurrente et inexpliquée. Comme parfois une émotion très forte, j'ai vu énormément de cas où finalement la colère qui était exprimée, qui sortait, qui était vraiment verbalisée par un enfant, correspondait exactement à ce que ressentait un de ses parents. Et en fait, il a permis à la fois lui de se libérer, mais aussi il a permis à un parent de pouvoir commencer un chemin d'expression de soi, et c'était très très intéressant et bénéfique. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut apprendre de notre enfant, à avoir ce côté spontané dans l'expression de ce qui nous anime à l'intérieur. Et puis après, les enfants aussi, peu importe l'âge auquel on les accueille, nous permettent, je trouve en tout cas, de garder le contact avec une part de nous qu'on a tendance à perdre quand on est dans la vie adulte. Une part assez intuitive, une part assez spontanée, une part qui sait s'émerveiller.
Et je pense que les enfants ont la capacité de nous apprendre à nous plonger dans la vie avec une curiosité qui ne s'éteint jamais. Et je trouve ça important. Et c'est vrai qu'être entouré d'enfants, c'est toujours quelque chose de très stimulant dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a une curiosité intarissable, il y a une joie qui est là, il y a une spontanéité dans l'expression de soi, il y a quelque chose de vivant et de très pur qu'on peut trouver et qui peut inspirer n'importe quel adulte. Alors je vois une question de Maxime que je vais prendre le temps de lire avant de continuer. Donc l'arrivée de l'enfant amène plus de conscience seulement pour la mère ou aussi pour toute la famille, comme de l'aide transgénérationnelle par exemple. Effectivement, le premier relais ça va être la maman, mais en fait quand dans une lignée quelqu'un se libère, quelqu'un se met à parler, quelqu'un travaille sur le transgénérationnel, ça a un impact sur toute la lignée. Aussi bien les personnes vivantes que les personnes qui sont parties, aussi bien que la descendance qui n'est pas encore née. Donc c'est vrai que ça amène une sorte de lumière, une sorte de conscience plus forte pour l'ensemble de la lignée, mais c'est vrai que de manière consciente et dans le ressenti, ça va être plus fort pour la maman, le papa, les personnes très proches. Mais ensuite, ça fait comme des cercles de résonance et on voit fréquemment ensuite une tante qui va travailler aussi, des discussions qui s'ouvrent dans la famille, justement parce que déjà, une femme de la lignée a commencé à faire ce travail. C'est comme si ça ouvrait des portes, c'est comme si enfin des choses étaient dites. Parfois c'est même la grand-mère de ce futur enfant qui commence à partager plus avec sa fille, il y a des secrets qui se lèvent, voilà, c'est des choses que je vois souvent. Parce que il y a quelqu'un dans la lignée qui a pu enfin sentir que c'était légitime de lâcher certains schémas, que c'était légitime de faire autrement dans la lignée. Et du coup, il y a d'autres membres de la famille en résonance qui ressentent aussi cette autorisation à ne pas garder des loyautés vis-à-vis de schémas qui sont souffrants pour beaucoup de personnes et depuis longtemps. J'espère que ça répond à ta question, Maxime, n'hésite pas, hein, si besoin. Autre question, comment gérer les émotions d'un enfant? Alors, on ne peut pas gérer les émotions d'une autre personne, y compris notre enfant. Par contre, on peut lui apprendre à les accueillir. Parce que souvent, que ce soit en tant qu'adulte ou en tant que parent, on associe le fait de gérer au fait de contraindre ou diminuer les émotions. Et c'est vrai que gérer une émotion, c'est surtout accueillir une émotion. L'accueillir pour ce qu'elle est et chercher, sans prendre sans se mettre la pression dans le sens il faut absolument savoir pourquoi parce que sinon il y a un problème, mais se dire si une émotion apparaît, elle vient dire quelque chose et ça peut être intéressant de trouver sa cause, sa source, son sens profond. Donc aider on peut pas gérer les émotions d'un enfant, on peut peut-être lui apprendre à les accueillir, à les comprendre comme je disais tout à l'heure, parce que parfois face à des émotions qu'on ne comprend pas chez un enfant, on va paniquer. Surtout quand on peut avoir une tendance à croire qu'un bouleversement émotionnel chez notre enfant est une preuve qu'on a mal fait quelque chose. Hein, c'est important de voir que cet enfant, bien sûr que le parent en est responsable et se sent très fortement lié, mais par contre, cet enfant, il a sa propre vie intérieure, il a son propre chemin, il a sa propre autonomie émotionnelle et on peut le guider sur le chemin pour devenir lui aussi en harmonie, en osmose avec ses ressentis. Lui faire sentir que ses ressentis ont de la place, qu'ils peuvent être verbalisés, qu'il peut utiliser des images, des autocollants pour dire quelle est l'émotion, et puis quand est-ce qu'elle est apparue, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle dit, pourquoi elle est là toujours dans les mêmes situations. Qu'est-ce que l'enfant a besoin de dire, de ressentir? Parce que, pourquoi je partage ça? Dans les séances sur l'enfant intérieur qu'on fait du coup avec les adultes, il y a des questions qu'on va poser au moment où on se connecte avec l'enfant intérieur, notamment 4 questions qui sont clés, qui sont est-ce que tu te sens écouté? Est-ce que tu te sens compris? Est-ce que tu te sens aimé? Et est-ce que tu te sens en sécurité? Et à partir des réponses que donne l'enfant intérieur durant la séance, soit oui, soit non,
on va pouvoir trouver qu'est-ce qui a manqué. Et peut-être qu'une base pour un parent qui veut aider son enfant à accueillir ses émotions et les vivre de manière plus douce, c'est de créer les dispositions pour que l'enfant ressente ces 4 éléments, qu'il se sente écouté, compris, en sécurité et aimé. Et là, il sentira qu'il a l'espace pour exprimer ce qu'il ressent, le partager, sans risquer quoi que ce soit. Voilà, c'est une clé que je veux donner parce que c'est très important, ça revient dans beaucoup de séances. Et il s'agit, comme pour avec un adulte, de lui montrer qu'il y a l'espace pour ses ressentis et que dans le moment qui lui semblera juste, il peut venir partager ce qui le traverse et recevoir de la compréhension et recevoir de l'écoute et recevoir des solutions. Comment l'enfant est en miroir du parent? Alors, l'enfant peut être un miroir du parent parce qu'il a cette capacité innée à exprimer qui il est, y compris dans les émotions difficiles. Et par exemple, c'est l'exemple le plus courant, c'est pour ça que je le prends, un enfant très colérique va parfois être là pour extérioriser la colère qu'un des parents ne s'autorise pas à exprimer. Pareil, j'ai déjà vu des cas où un enfant va exprimer un ras-le-bol, redire de manière très récurrente « j'en ai marre, j'en peux plus ». Et de manière apparente, il n'y a rien qui justifie ça. Et puis, en travaillant, on voit que c'est le ressenti de la maman qui vibre en elle, que l'enfant va ressentir et manifester à sa façon. Donc ça rend pas le parent totalement coupable des ressentis de son enfant parce que l'enfant lui aussi va avoir des ressentis dont il a besoin dans sa construction, il va capter des sentiments et les restituer d'une manière aussi qui serve son propre chemin. Mais dans ce sens-là, l'enfant peut être en miroir du parent. Après, l'enfant reste un être, une âme avec sa propre individualité et il a déjà des traits qui lui sont propres de par son chemin d'âme et les empreintes de ses vies antérieures, les blessures de base avec lesquelles il est arrivé au monde aussi, parce que un enfant, par exemple, ne va pas forcément avoir la blessure originelle, par exemple l'abandon, la trahison, l'injustice que aura sa maman ou son papa. Parfois, un enfant arrive déjà avec une blessure centrale qu'il doit résoudre dans cette vie-là. C'est pour ça que on peut avoir des enfants très différents. Un enfant qui va naître avec certaines prédispositions dans sa personnalité et son comportement, et puis à un moment donné, un autre enfant qui va naître avec déjà une expression de soi qui semble basée sur la peur d'être abandonné plus forte que les autres enfants. Et c'est que, du coup, l'enfant est venu résoudre ça à travers la connexion à l'autre, l'amour qu'il va ressentir, l'estime de lui-même, le développement de la confiance en la vie, en l'autre, en lui-même. Donc c'est le début d'un chemin très beau pour lui. Et donc il peut arriver déjà avec une blessure qu'il a choisie et une problématique qu'il a choisie. Donc tout n'est pas forcément en miroir du parent. Ça peut être le cas, mais c'est quelque chose à détecter vraiment de manière pertinente, à valider, à confirmer, parce que l'enfant n'est pas une photocopie de son parent dans sa vie intérieure et spirituelle. Alors, quel est l'impact de la grossesse? Ok, question intéressante. Alors, le premier impact que je vois, c'est que quand on travaille sur la mémoire corporelle, parfois on fait des déprogrammations corporelles en séance lorsqu'on détecte que certains héritages émotionnels qui font souffrir la personne adulte se sont ancrés dans la période des 9 mois de la grossesse. Parfois parce que la maman a vécu quelque chose de particulier durant cette période, et quelquefois parce que la maman était dans un état émotionnel particulier vis-à-vis de cette grossesse. Soit elle ne désirait pas la grossesse, soit elle a pu avoir beaucoup d'inquiétudes sur sa capacité à mener la grossesse à bien, à accueillir l'enfant. Il peut y avoir plein de choses qui se passent dans la vie intérieure de la maman ou autour d'elle qui vont ancrer certaines peurs et certaines prédispositions émotionnelles dans la personne adulte. Donc ça, c'est des choses qu'on déprogramme en séance. Et parfois, justement, ça c'est ce qu'on voit en séance Tara quand on accompagne les filles ou la grossesse, certains de ces héritages qui
qui se fixent durant la grossesse dans la personne ne vont pas être très visibles dans sa vie normale, mais au moment où elle tombe enceinte, c'est comme s'il y avait des choses qui s'activaient. Et du coup, c'est dans ce moment-là que on va aller détecter quel a été l'impact de la grossesse pour l'enfant. Et puis, il y a aussi toutes les spécificités autour de l'accouchement. Parce que l'accouchement aussi, selon comment on est né, va dire des choses. Le cordon autour du cou, arrivée en siège, une césarienne, un accouchement d'urgence, un état de santé particulier à la naissance. Tout ça donne des clés à la fois sur certaines vies antérieures, sur ce qui est venu apprendre l'enfant, ou sur ce qui était ressenti émotionnellement durant la grossesse. Et ça, c'est bien sûr au cas par cas. Je vais pas le décortiquer là parce que c'est très vaste, mais voilà, ça donne peut-être quelques clés. Alors, d'autres questions. Hop, super. Est-ce que les 9 mois de grossesse correspondent à ce que l'enfant transmet, ou est-ce la mère qui le transmet à l'enfant? Ok. Alors, ça va dans les deux sens. C'est intéressant parce que là, on parle de la relation spirituelle mère-enfant. Comme je disais au début, c'est un échange. Donc, la mère, elle, va transmettre plutôt un bagage inconscient autour de certaines émotions, certaines peurs, aussi des forces, il n'y a pas que du négatif. Elle va transmettre aussi le transgénérationnel, le bagage transgénérationnel qu'elle a en elle, et il va être transmis. Chaque membre de la famille prend sa part à la mesure de ce qu'il est prêt à absorber et à vivre et à transmuter. Et puis dans le sens inverse, l'enfant, lui, en fonction du lien d'âme qui existe déjà entre la mère et l'enfant, mais aussi en fonction de sa vibration, parce que chaque enfant a une certaine empreinte, va pouvoir, des fois, ça se passe sur les plans subtils et du coup ça se passe de mots, mais va parfois activer en la maman des forces, des ressources qui n'étaient pas là avant la grossesse. Par exemple, une très forte envie de soigner son féminin, une très forte envie de travailler sur sa lignée féminine, une très forte envie de remettre en question certaines choses qui ont été vécues jusque-là. Parce qu'il y a une telle vibration, une telle lumière quand la vie est en train de se créer, que ça donne des impulsions, des prises de conscience vraiment intérieures chez la maman qui n'étaient pas prévues, mais qui arrivent au bon moment pour l'arrivée de cet enfant, et aussi parce que cet enfant est plein de lumière et apporte une énergie de guérison pour la maman. Donc c'est pas anodin aussi les moments dans lesquels arrive la grossesse, ça tombe aussi toujours à un moment particulier de la vie de la maman, parce qu'elle a des nouvelles choses à vivre et aussi parce que y a des nouvelles énergies qui s'intègrent en elle. Une autre question de Maxime, et aussi je me demandais comment cela fonctionne-t-il pour le père qui lui ne porte pas l'enfant. Alors, c'est vrai que pour le père, dont on parle moins mais qui est tout aussi important, le père lui va peut-être d'abord devenir père sur le plan psychologique, une projection assez pas imaginaire, mais assez moins sensorielle de la parentalité au début. Et puis, il est vrai qu'il y a aussi un processus qui a lieu sur le plan inconscient pour le papa, au fur et à mesure que la grossesse avance. Il y a quelque chose de chimique qui a lieu, il y a quelque chose de vibratoire, il y a quelque chose d'inconscient qui fait que l'avancée de la grossesse a un impact aussi bien pour la maman qui porte la vie en elle et qui, par sa chimie, sa physiologie, contribue à la création de la vie, que c'est aussi le cas pour le papa qui, lui, devient petit à petit aussi un papa et va intérieurement déjà sentir les choses se mettre en place. Et d'ailleurs, s'il y a des papas ici, que ce soit ce soir sur Instagram ou dans le replay YouTube, n'hésitez pas à faire vos retours d'expérience, parce que c'est toujours intéressant aussi d'avoir le retour des papas, comment ils se sont sentis se transformer au fil des 9 mois. C'est un retour qu'on a très peu et je pense qu'il pourrait être intéressant sur le plan de l'analyse énergétique, du biodécodage cellulaire et tout ça. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment, ça m'intéresse. Alors, une autre question de Marie-Lou. Merci. Lorsqu'on décide d'avorter, que se passe-t-il pour l'enfant et la maman? Alors, effectivement, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en séance parce qu'il y a souvent besoin de libérer le poids émotionnel d'un avortement. En fait, en réalité,
lorsqu'une maman décide d'avorter, ça passe avant tout par la décision d'une âme de ne pas rester. Soit c'est déjà prévu que la maman, de toute façon, de base, n'a pas la volonté d'avoir un enfant. Donc, elle va accueillir une âme qui, elle aussi, n'a pas la volonté de rester jusqu'au bout de sa construction physique, mais qui veut juste sentir la densité terrestre. Soit cet enfant, à un moment donné, dans son développement, va changer d'avis et donc vont se mettre en place les circonstances pour que la maman avorte. Et il y aura une prise de décision commune entre ces deux âmes. Un accord va être passé, le plus souvent dans le sommeil profond qui permet des reprogrammations, des redirections de chemin de vie et des accords entre les personnes lors du voyage astral. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'âme de l'enfant et de la maman sont séparées sur le plan physique, mais sur les plans subtils, les liens d'âme ne se défont jamais. Et en fait, un enfant qui part par un avortement, c'est avant tout sa propre décision d'âme de ne pas rester qui a lieu. Et si ça passe pas par un avortement, ça peut passer par une fausse couche ou par une anomalie lors de l'accouchement, ou de la grossesse, pardon. Mais il n'y a pas vraiment de décision d'avorter. La décision est la conséquence d'un accord qui se passe avant l'acte d'avorter ou avant la décision d'avorter. J'espère que c'est assez clair, hein. J'essaye de synthétiser cette explication qui est complexe, mais effectivement, la maman, elle, va peut-être en garder une trace émotionnelle, donc ça, on va le prendre en charge. Et l'enfant, lui, va continuer sa route en tant qu'âme, peut-être se réincarner tout de suite, peut-être attendre, peut-être réessayer autrement. Ça peut arriver, je l'ai déjà vu aussi, qu'un enfant fasse demi-tour, c'est-à-dire qu'il y ait par exemple une fausse couche, que entre-temps la maman ait une autre grossesse, et plus tard l'âme de l'enfant va à nouveau se présenter, et cette fois-ci l'accouchement va aller à terme. Donc voilà, ça peut être très très divers en termes d'expérience pour les âmes et comment elles font le choix soit d'être ensemble, soit de se séparer. Mais quoi qu'il arrive, même avant un avortement, il y a quelque chose qui est partagé par l'enfant et la maman, simplement juste sur des plans beaucoup plus subtils, intimes et spirituels que vraiment physiques. Une autre question, merci. Comment on protège l'enfant de la peur? Alors, la peur, effectivement, pour les adultes comme les enfants, naît de construction mentale, de projection, d'imagination qui se met en place. Il y a deux cas. Soit il y a une peur très concrète qui est verbalisée, qui est exprimée, auquel cas on va pouvoir apporter des éléments concrets pour rassurer l'enfant, pour lui faire part de notre expérience, pour mettre en place des choses qui vont le sécuriser, des choses concrètes et palpables. Soit c'est un enfant qui, de manière générale, est un petit peu peureux et dans l'hésitation, auquel cas c'est un signe que cet enfant est venu dans cette famille et a choisi ses parents parce que ses parents vont être en capacité de l'aider à apprendre ce qu'est la confiance en soi, la confiance en la vie, le faire se sentir en sécurité. Au début, tant que cet enfant est enfant, ça va être bien sûr le rôle des parents de lui faire sentir ça. Et ça va poser du coup des bases en lui, des bases émotionnelles, où il sentira qu'il a été aimé, protégé, écouté, compris. Et du coup, dans son développement adulte, ce sera plus facile pour lui de dépasser la peur. Donc ça va être la manière de protéger l'enfant de la peur, ça va être de lui apporter les remèdes, les antidotes à la peur tant qu'il n'en est pas encore au-delà de l'âge de 7 ans. Et puis une fois passé les cycles jusqu'à 7 ans, et ben simplement le guider sur la route avec un mélange entre je reste là à ses côtés s'il en a besoin et j'ai confiance en sa capacité à se développer par lui-même et puis à trouver des réponses par l'expérience. Voilà. C'est ce qui me vient comme réponse. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà, n'hésite pas à étoffer ta question si tu en as besoin. Autre question. Y a-t-il des conséquences pour la vie, la mère, émotionnellement? Alors, j'ai pas compris ta question. Est-ce que tu veux bien la préciser? N'hésite pas à m'écrire. J'ai pas bien compris à quoi tu fais référence. Est-ce que tu fais référence à l'avortement ou à un autre sujet? N'hésite pas à me dire.
En attendant de voir ta question, je vais répondre à une autre question que j'ai reçue. Comment se transmet le transgénérationnel? Alors, le transgénérationnel va se transmettre sur plusieurs plans. Le plan inconscient, le plan cellulaire, vibratoire, le plan physique, s'il y a des choses génétiques. C'est vraiment sur tous les plans de l'être. On a plusieurs corps énergétiques, hein. On a le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique, on a nos vibrations, on a des croyances de base, on a le message dans nos cellules. Donc le transgénérationnel se transmet sur tous les plans. Et il se transmet dès la toute première cellule, à l'instant où la première cellule arrive et l'enfant est là et a fait le choix de venir dans cette lignée. Tout le message inconscient arrive. Et c'est le transgénérationnel, bien sûr, aussi bien de la maman que du papa. C'est l'union des deux, l'union de l'énergie féminine et masculine, et l'union des deux lignées. Avec bien sûr, chaque enfant ne va pas avoir le même transgénérationnel, ne va pas avoir les schémas et les problématiques de tous ses ancêtres en un seul bloc. Il va avoir une part transgénérationnelle qui correspond, qui complète la mission d'âme individuelle qu'il est venu apprendre. Par exemple, un enfant, une âme qui vient apprendre l'indépendance et la liberté, peut-être va arriver plutôt dans un corps de fille, dans une famille où précédemment les femmes n'ont pas vraiment eu la place d'écouter leur propre dessein et de trouver un rapport à la vie indépendant et libre. Et donc l'union de ce transgénérationnel à résoudre et l'apprentissage qu'est venu faire l'enfant, va le porter, va porter cette âme et la pousser de manière cohérente, claire, limpide et évidente, plutôt vers la direction d'apprendre sa propre liberté. Ce sera intérieurement un élan qui sera si fort que ce sera inévitable pour cette âme de réussir, d'aller au bout de ce qu'elle a à cœur d'apprendre. Alors, d'autres questions? Alors, bien-être et nutrition. Je vais regarder si je comprends mieux ta question. Y a-t-il des conséquences pour la vie de la mère émotionnellement, donc effectivement vis-à-vis de l'avortement? Eh bien, oui. Alors, il peut y avoir des conséquences, oui et non, parce que j'ai déjà aussi accompagné des femmes qui ont vécu des avortements et qui étaient en paix émotionnellement avec leurs décisions, parce qu'elles y ont mis du sens, parce que pour elles, c'était la meilleure décision. Et du coup, elles sont pas revenues là-dessus, et du coup, émotionnellement, tout est en paix. Le seul truc qu'on va travailler dans ce cas-là, c'est juste qu'on va libérer la mémoire du corps, parce que lui, le corps enregistre toutes les informations. Il peut arriver que quelqu'un qui est en paix avec un avortement ait quand même une mémoire dans son ventre, qui est restée, même de manière subtile. Donc en général, on nettoie pour que voilà le corps puisse garder sa fluidité énergétique, mais il n'y a pas forcément de conséquences émotionnelles. Parfois, ce choix rentre dans une logique et un sens qui est bien ancré dans la maman, qui est aligné, qui sonne juste, et dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de conséquences émotionnelles. Quand il y en a, ça va être de l'ordre parfois de la culpabilité, ou parfois, il y a aussi les circonstances dans lesquelles a été fait l'avortement qui vont jouer. Il peut y avoir des avortements qui ont été motivés par un petit peu de contrainte, un peu de peur. Parfois, le fait que le conjoint allait plutôt dans ce sens-là, et au moment où ça a eu lieu, parfois c'est 10 ans, 15 ans auparavant, bien la maman n'avait pas les épaules et la maturité intérieure pour se dire qu'elle allait accueillir l'enfant malgré le désaccord du papa. Et donc, elle a pris cette décision-là. Et ça peut arriver qu'en relisant l'événement, 15 ans après, tout d'un coup, il y a une lecture différente. Et dans ces moments-là, c'est important de se dire, la femme qui a choisi d'avorter, ça n'est pas moi au présent, avec la maturité et la réflexion que j'aurais eue aujourd'hui, c'est qui j'étais il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, ce choix était juste et me semblait aligné avec ce que j'étais en capacité de vivre et d'accueillir comme expérience. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. N'hésite pas à me dire autrement. Autre question. Intéressant d'ailleurs. A-t-on du transgénérationnel si on ne connaît pas ses parents? Eh bien oui, ça peut d'ailleurs être un transgénérationnel de ne pas connaître un ou deux de ses parents.
parce que il y a des lignées justement où sur des générations, il y a une coupure nette entre, par exemple, le père et les enfants. Il peut exister des niveaux entiers dans l'arbre généalogique, et parfois du côté maternel et paternel à la fois, où le père est absent, le père décède tôt, le père est inconnu, le père devient un homme qui n'est pas vraiment le père biologique, et ça, c'est des répétitions qu'on peut voir. Mais dans tous les cas, dans la construction cellulaire d'un être qui est né, il y a de toute façon l'énergie féminine et masculine, et donc du transgénérationnel, que l'identité des parents soit connue ou non. Donc par exemple, un enfant adopté, quand on va travailler sur le transgénérationnel, ça peut être un mélange de transgénérationnel. Ça va d'abord être le transgénérationnel biologique, parce que c'est ça le message inconscient qui a lieu, et qui est dans l'enfant, et qui résonne intérieurement, même s'il n'y a pas d'information consciente. Après, la famille adoptive, elle va apporter d'autres informations, d'autres aspects, mais ça va vraiment être la famille biologique qui va être le terreau du travail sur les lignées d'où l'on vient. Peut-on empêcher notre enfant d'avoir des héritages familiaux lourds ? Oui, on le peut, et c'est justement pour ça que on travaille beaucoup en ce moment. J'en vois de plus en plus, et c'est super d'ailleurs. On travaille beaucoup sur le transgénérationnel dans le cadre de FIV et dans le cadre de grossesse, y compris des papas qui vont être papas bientôt, parce que c'est des moments charnières, et c'est vrai qu'un enfant qui vient au monde, vraiment concrètement, alors que son parent a fait un travail déjà de nettoyage transgénérationnel sur lui-même, c'est-à-dire qui a pris en charge sa propre part de transgénérationnel, allège d'une certaine manière la part que va devoir traiter l'enfant qui vient. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se contenter de sa propre part, plutôt que prendre sa part, puis aussi peut-être une part de ses parents qui n'ont pas encore réussi à ne serait-ce que conscientiser leur transgénérationnel. Donc on peut pas empêcher notre enfant d'avoir des héritages familiaux, mais on peut prendre la responsabilité de déjà faire un travail là-dessus avant d'accueillir son enfant, ou même lorsqu'on a des enfants, c'est très bien aussi, c'est jamais trop tard en fait. Et je vois aussi des fois des personnes dont les enfants sont adultes et qui tout d'un coup ont envie de faire leur travail transgénérationnel, sachant que parfois on réduit le travail transgénérationnel à un travail en séance, de soins énergétiques et tout ça. Ça c'est super parce que ça permet de travailler sur des plans profonds et subtils, mais parfois sans s'en rendre compte, eh bien on peut travailler sur son transgénérationnel juste soi-même, en ayant eu le courage et l'audace de tracer son propre chemin, de casser certains schémas ancestraux, juste en ayant l'audace de suivre quelque chose de l'ordre du cœur plutôt que de l'ordre de l'injonction, de l'obligation ou de la peur. Et ça aussi, c'est déjà, en tout cas en partie, dépassé du transgénérationnel. C'est déjà en libérer que concrètement dans la matière et dans la vie, de prendre une direction qui est différente, qui sonne juste et qui et des directions dans lesquelles on s'autorise à faire autrement que ce qui a été jusqu'ici, notamment qui vient déconstruire des schémas souffrants qu'on a pu ressentir chez nos ancêtres. Maxime. L'enfant vient donc aussi prendre sa part de transgénérationnel pour nous aider et aider la famille entière. Alors, un enfant qui naît vient pas spécifiquement pour libérer le transgénérationnel, mais de par sa présence dans la lignée, il va aider le collectif, l'arbre généalogique en entier, à libérer une part de ce transgénérationnel. Et il peut arriver parfois, alors des fois je demande ça parce que c'est ce qui m'avait été transmis par les guides, ça peut arriver des fois qu'on se sente dans une famille le mouton noir. À part, on se reconnaît pas dans notre famille, on sait pas pourquoi, pourtant on a tout fait pour s'intégrer, mais il y a un moment où on se rend à l'évidence qu'on n'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est typique d'âmes qui viennent s'incarner dans une lignée pour prendre un transgénérationnel un petit peu plus lourd et aller déconstruire les schémas de manière beaucoup plus frontale, forte, profonde, volumineuse. Et donc, ça peut arriver qu'il y ait des âmes qui spécifiquement viennent dans une lignée pour libérer beaucoup de transgénérationnel à la fois,
Pourquoi? Parce que ça va être principalement des vieilles âmes, c'est-à-dire des âmes évoluées qui ont la capacité intérieure et l'évolution spirituelle pour le faire en gardant une stabilité émotionnelle, et aussi parce que elles ont la force, la détermination et la mission qui est en cohérence avec le transgénérationnel lourd qu'elles sont venues libérer. Donc ça va effectivement dans ce cas-là aider la famille entière, et toute libération transgénérationnelle aide la famille entière parce que elle permet à certains ancêtres d'entrer dans une forme de paix, elle permet à certains liens subtils dans les branches des lignées de se reconnecter, et elle permet sur le plan collectif inconscient des vivants de lâcher certaines choses et de commencer à tracer des nouveaux sillons qui n'ont pas été foulés par les ancêtres et donc qui ne sont pas sous le joug de schémas répétitifs qui font souffrir. J'espère que ça répond à ta question. Autre question, quel est l'impact de la relation mère-enfant et père-enfant? Alors, déjà on peut prendre une base, c'est que la relation qu'on a avec notre maman, de 0 à 18 ans, va forger notre relation aux autres. Donc exemple, une relation de confiance avec notre maman jusqu'à 18 ans va faire que dans notre relation aux autres, on tombera sur des relations qui sont basées sur la confiance, où nous-mêmes on se sentira en confiance d'aller se connecter à d'autres personnes. Au contraire, si on a pu avoir une relation à notre maman jusqu'à 18 ans basée peut-être sur le conflit ou la méfiance ou la trahison, ça va pouvoir fortement teinter les schémas répétitifs qu'on a dans nos relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, amoureuses. C'est quelque chose qui revient souvent en séance. Et justement, l'intérêt de savoir ça, c'est de déprogrammer tout ça. La relation père-enfant, elle, va forger, donc pareil, la relation qu'on a à notre père de 0 à 18 ans va forger la relation qu'on a avec nous-mêmes. Donc, s'il y a eu beaucoup d'amour, ça va poser des bases saines pour avoir de l'amour vis-à-vis de soi-même. La relation au père aussi, elle va forger la relation qu'on aura avec l'autorité. C'est très courant aussi. Si on a une relation compliquée avec l'autorité, c'est important de regarder si on a eu une relation similaire avec notre propre père. La relation à la maman aussi souvent, en plus de forger notre relation à l'autre, elle va ancrer des schémas plutôt émotionnels, des comportements émotionnels récurrents, des peurs, des choses très de l'ordre du ressenti, de la peur, des croyances. Chez le père, ça va vraiment plus être la relation à soi-même, l'amour de soi, comment on s'accomplit dans le monde. Voilà, c'est vraiment schématique, mais c'est ce que je vois à peu près. J'ai accompagné à peu près 600 personnes dans le monde, et si je recoupe, c'est vraiment ça quand même qui ressort. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Il ne faut pas hésiter à me dire si besoin. Que faire si mon enfant a des facultés particulières sur le plan subtil? Effectivement, depuis les années 2000 et 2010, il y a des enfants de plus en plus évolués spirituellement qui s'incarnent sur la terre et qui viennent dans les familles. Et parfois, ça peut arriver que des parents aient un enfant qui semble beaucoup plus évolué, conscient, voire des enfants qui voient des choses particulières, qui leur font pas forcément peur d'ailleurs, parfois ça leur fait peur, mais en tout cas, on pressent déjà que dans ces enfants, il y a une prédisposition à des capacités subtiles et spirituelles. Et donc, que faire? Eh bien, si cet enfant en a peur, ça peut être bien de se renseigner auprès de quelqu'un qui s'y connaît. Faut pas hésiter à demander de l'aide, à demander à faire une séance, si l'enfant est en capacité de parler, à faire une séance ensemble pour en discuter, que l'enfant puisse avoir des réponses à ses questions, savoir ce qui a lieu. Et puis, si cet enfant, il vous a choisi parce que vous-même, vous avez déjà des capacités, ça veut dire que vous êtes déjà capable de le guider. Et donc, vous pouvez le guider, en fait, dans ce qu'il ressent. Le plus important, en fait, c'est un peu comme pour les émotions, c'est de lui faire sentir qu'il y a un espace, qu'il n'y a rien d'anormal dans ce qui le traverse, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie d'exprimer, même sur des facultés particulières,
lui dire qu'il y a toujours un espace pour en parler, que c'est pas quelque chose de honteux, de bizarre, que c'est une sensibilité qu'il a, qui est très belle et que vous avez cœur à partager avec lui, que vous avez à cœur de partager avec lui, que vous serez toujours à l'écoute et du coup cet enfant ne va pas se contraindre dans l'expression de cette facette de lui-même qui a probablement, si elle est là, un grand intérêt pour son chemin. Sinon, ça serait pas là, hein, parce que pour revenir à la première question du live qui était comment s'incarne-t-on, quand on s'incarne, on choisit nos parents, on choisit notre environnement, on choisit comment on va vivre, quels moyens financiers on aura, on choisit chaque paramètre dans l'intérêt de notre chemin. Et donc, on choisit aussi d'avoir certaines facultés subtiles, certains savoirs parapsychiques parfois, parce qu'ils ont un intérêt, parce que déjà on a une empreinte dans des vies antérieures qui ont fait qu'on les a développés, mais parce que activer ces savoirs dans la vie présente a un intérêt pour sa mission, tout simplement. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose à ne pas étouffer, à ne pas craindre, c'est quelque chose à essayer de comprendre avec l'aide de quelqu'un si besoin, et en tout cas c'est quelque chose, tout comme on va accueillir les émotions de son enfant, l'écouter, lui donner de l'espace pour s'exprimer, pour jouer, pour formuler des besoins, des envies, on va lui laisser l'espace pour formuler une facette plus originale, atypique de ce qu'il est, et ressentir ça, c'est un beau cadeau pour un enfant. Maxime, est-ce que l'âme de l'enfant choisit ses parents pour les guérir? Alors, l'enfant, au moment où il choisit ses parents dans l'intérêt de son chemin sur Terre, son chemin d'âme. Par contre, quand un enfant grandit avec des parents qui souffrent, ou en tout cas dont il ressent la souffrance, va parfois, soit consciemment, soit inconsciemment, se sentir obligé et sentir qu'il a la mission de sauver à tout prix ses parents. Et souvent, ça peut s'ancrer, ça peut se développer, mais il arrive toujours un moment dans le travail intérieur où il va être plus bénéfique de lâcher ça. Pourquoi? Pas par égoïsme, mais parce que nul être ne peut sauver un autre être, parce que chacun est responsable de son propre chemin d'âme, ses propres apprentissages, ses propres décisions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entraider. Ça ne peut pas dire qu'un enfant, de par sa présence auprès de ses parents, ne va pas être un moteur incroyable de guérison. Mais par contre, le vrai travail, la vraie décision de guérir, d'avancer, de changer, d'évoluer, de se remettre en question ne pourra venir que de la personne elle-même. Ça ne fera jamais partie de la mission d'un enfant de guérir autrui. Chaque âme a la responsabilité d'elle-même parce qu'en fait, chaque âme est un fragment d'un tout qui est un. Et du coup, chaque parcelle de cette unité a la responsabilité de sa propre élévation qui derrière va créer l'élévation de l'ensemble de l'humanité, de l'ensemble de l'égrégore de la famille, de l'ensemble de... Voilà. Mais chaque unité a la mission par elle-même, pour elle-même, de s'élever à l'incarnation de l'amour suprême. Autre question. Comment accompagner un enfant évolué spirituellement? Voilà, ça recoupe la question qui était là juste avant, c'est exactement ça, c'est si on a les connaissances, partager ce qu'on sait. Si on n'a pas les connaissances, se renseigner et le guider. Mais en tout cas, cet enfant, avec ou sans nous, il fait déjà le travail de découverte de cet aspect spirituel. L'idée, c'est de lui laisser l'espace pour développer ça. Et puis, si vous sentez en plus qu'il n'en a pas peur, mais que ça lui apporte une connexion au monde qui lui fait du bien et qui lui ressemble, ça c'est super. Après, si vraiment ça pose des problèmes, son sommeil est perturbé, il y a une incompréhension ou des peurs, c'est là que c'est bien de se faire aider, d'appeler quelqu'un qui s'y connaît, parce que ça va être important pour vous, dans votre rôle de parent, d'avoir les clés, et pour lui de savoir que il est écouté. Voilà, qu'il y a des solutions pour qu'il puisse se sentir bien. Et puis parfois aussi, ça peut... je veux bien dissocier le fait d'avoir des capacités sur le plan subtil ou spirituel, c'est-à-dire une sensibilité qui est belle et qui fait du bien, d'un enfant qui va
voir des choses effrayantes, par exemple, dans un lieu de vie. Là, ça veut juste dire que ce lieu de vie a besoin d'être rééquilibré, que ce lieu de vie a besoin d'être rééquilibré et que l'enfant est en capacité de le sentir de manière plus claire que ses parents parce qu'il y a des âges où on est ouvert sur le plan, on a notre canal ouvert et donc on voit ces choses-là. Alors là, c'est un indice qu'il faut juste demander un nettoyage de lieu, tout simplement. Hein. Donc c'est important de dissocier ce qui est de l'ordre de l'enfant qui révèle sa pleine personnalité, sa pleine lumière, tous ses savoirs et qui se sent bien là-dedans, d'un enfant qui perçoit des choses qui n'incombent pas à ce qu'il est, juste que le fait que cet enfant voit ce qui est présent et l'exprime, ça veut dire que c'est un signe qu'il y a des choses qui doivent être libérées et que cet enfant, par chance, est là et l'exprime. Alors, ça nous permet de réagir face à ça. Donc c'est pour dissocier les deux. Hein. Autre question, peut-on avoir déjà connu son enfant dans une vie antérieure? Oui, tout à fait. On l'a vu plein de fois dans les séances Akasha. Certains parents ont un enfant qui lui-même a déjà été leur parent. On peut avoir connu son enfant dans une vie antérieure, dans un tout autre rôle. Ça a pu être un ami, ça a pu être un maître d'école, ça a pu être une simple connaissance, ça a pu être un cousin. Enfin, il n'y a pas de schéma, mais c'est possible de retrouver dans sa vie actuelle, sous la forme de notre propre enfant, quelqu'un qu'on a connu sur d'autres plans, dans d'autres vies, dans d'autres espaces. Et ça peut arriver du coup justement que certaines personnes ressentent une connexion plus particulière à l'un de leurs enfants. Et c'est pas qu'elles préfèrent cet enfant. Elles aiment tous leurs enfants d'un amour qui est illimité, mais il peut y avoir dans le ressenti une connexion particulière à un de ces enfants, ou une connexion particulière et différente avec chaque enfant, parce que peut-être, effectivement, qu'il y a un lien d'âme différent avec chacun de ces enfants, et qui peut émaner effectivement de vie antérieure, mais on peut aussi avoir des liens d'âme avec d'autres personnes qui n'émanent pas de vie antérieure, mais qui émanent vraiment du lien d'âme ultime qui existe avant l'incarnation. Ça peut être des âmes enseignantes, des âmes stellaires, des âmes guérisseuses, des âmes jumelles, et tout ça, c'est pas forcément issu de vie antérieure. Voilà pour cette question. Alors, oui, j'avais une question sur le soin Tara, sur la procréation naturelle et la FIV. Donc, on me demandait particulièrement comment travailler là-dessus sur le plan énergétique pouvait aider à tomber enceinte, tout simplement. Donc, le soin Tara, bien sûr, il va accompagner la partie mécanique et médicale d'une FIV ou simplement d'une procréation naturelle qui prend plus de temps que prévu. Et en fait, on va travailler sur la libération de blocages et de peurs conscientes et inconscientes issues du féminin émotionnel de la maman, des héritages émotionnels de la grand-mère et au-dessus. Des fois des mémoires de la lignée très anciennes, hein, j'en ai travaillé beaucoup cette semaine d'ailleurs, autour de la maternité, de traumatismes chez les femmes parmi les ancêtres, d'une féminité vécue d'une manière souffrante chez les ancêtres. Et en fait, quand on libère tout ça, apparaît souvent, et des fois ça se fait tout de suite hein, dans la même séance, les potentiels enfants qui souhaitent potentiellement venir dans la famille. Donc des fois c'est plusieurs, des fois c'est un enfant qui se révèle à la fin de la séance vraiment d'une manière claire. Et après la vie suit son cours, mais en tout cas le plan inconscient a lâché les barrières qui créaient soit des peurs, soit des blocages vraiment physiologiques dans le corps pour accueillir la vie. Et c'est ça l'intérêt, c'est d'aller compléter le parcours médical d'une femme en lui apportant la libération de ce qui est vraiment, de ce qui conditionne en fait l'état d'un corps, qui est l'esprit. Et quand l'esprit, lui, contient des blocages et des peurs, eh bien, le corps va se mettre exactement en miroir de ça. Et c'est pour ça qu'on va chercher ces mémoires qui ne sont pas conscientes, qui sont des fois très dures à verbaliser, mais qui sont là, qui sont ressenties, parfois à travers vraiment des maladies au niveau des ovaires, le plus souvent. Et donc, ces nettoyages-là, ils permettent de lever tout ça pour que le corps puisse enregistrer une nouvelle vibration, une nouvelle énergie et se connecter au potentiel d'une grossesse,
de manière plus apaisée, plus juste, plus harmonieuse en fait. Hein. Donc c'est ça hein, l'objet du travail. Et puis ça va être un travail là que je résume rapidement, mais qui va être personnalisé vraiment au cas par cas en fonction de la personne qui se présente, de son vécu, de sa lignée familiale, de sa demande. On adapte, il n'y a pas un soin qui ressemble à un autre, on va vraiment s'adapter à l'énergie et aux besoins de la personne au moment où se présente le soin pour débloquer ce qui se présente et ce qui est prêt à être libéré. Toujours avec l'objectif qu'un enfant puisse être accueilli si c'est l'envie de la maman. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors, là j'ai répondu à toutes les questions que j'avais reçues. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas là maintenant à les envoyer directement dans le chat et dans le petit logo de questions en bas. Ah, une autre question. Est-ce que lorsque l'enfant devient adulte, il reste encore en miroir du parent ? Alors, plus l'enfant va grandir, plus il va développer une individualité. Alors, on l'a vu en partie, notamment dans le dernier live, où on parlait des cycles de l'enfance jusqu'à 7 ans et de leur impact sur qui on devient en tant qu'adulte et les blocages, mais aussi les forces auxquelles on est confronté. Alors, l'enfant va garder en tant qu'adulte un certain bagage intérieur, émotionnel, inconscient qu'il va avoir acquis de ses parents. Parfois, c'est un bagage qui va le tirer vers le haut et l'aider dans son chemin. Parfois, ça va le bloquer. Et c'est là qu'on va intervenir pour travailler. Mais l'enfant va être de moins en moins un miroir. Il va développer une individualité dans son propre chemin de vie. La maturité et les apprentissages qu'il aura appris entre 0 et 7 ans vont être le fondement de sa personnalité propre. Et à partir de 8 ans jusqu'à 18 ans, va s'ancrer encore cette personnalité, mais elle est déjà existante à 7 ans. Et puis après, chaque décennie va être l'exploration d'une facette de son être qui s'est développée entre 0 et 7 ans. Donc l'enfant va être de moins en moins un miroir du parent, il va être une continuité de ses parents, et il va suivre de plus en plus son propre chemin d'adulte. Et effectivement, il y a des étapes. Il y a toute la vie adulte où on reste un petit peu l'enfant de ses parents, tout en développant une individualité. Et puis, il y a ce moment où on va peut-être devenir soi-même parent. Et là, il y a des nouvelles facettes de l'être qui vont se révéler. Et puis, il y a bien sûr des adultes qui ne deviendront jamais parents, par choix ou pas. Et dans tous les cas, aussi, ça sera des personnes qui vont suivre vraiment un chemin individuel d'âme. Et c'est souvent, du coup, dans ces moments-là que le transgénérationnel peut le mieux se libérer. Par exemple, on ne fait pas de soins transgénérationnels ou d'exploration des mémoires d'âme pour quelqu'un en dessous de 18 ans, parce que c'est pas encore le moment. Le moment vient quand on commence à avoir à cœur de se réaliser à travers son propre chemin, indépendamment de son histoire, indépendamment parfois de son éducation, de ses traumatismes, de ce qu'on arrive à voir chez nos parents. Parce que souvent, ce travail, il est très intéressant quand on arrive enfin à regarder nos parents d'adulte à adulte, plus dans le rôle parent-enfant. Bien sûr, cette personne reste notre parent, mais ce qui permet de beaucoup se libérer intérieurement, c'est d'arriver à voir juste son parent, parfois, comme juste un autre être humain, et sentir quelles sont les constructions en lui, les blessures en lui qui ont pu créer certains de ses comportements, créer certaines de ses peurs, savoir pourquoi ces peurs sont présentes en soi, accepter de les lâcher pour nous-mêmes et pour aider notre parent. Donc c'est une toile d'araignée très complexe, mais le miroir devient de moins en moins présent. Après, on devient peut-être plus le produit de nos parents et c'est à nous de voir ce qu'on veut garder de ça, qu'est-ce qu'on veut sublimer de ça et qu'est-ce qu'on veut plutôt déconstruire, parce que toute évolution intérieure, qu'elle soit reliée aux parents, transgénérationnels ou juste à notre propre nature d'âme, consiste en un dépouillement. Et donc, plus on va déconstruire ce qu'on croit être, ce qu'on croit avoir comme limite, ce qu'on croit avoir comme blocage, ce qu'on croit être notre identité, plus on va se dépouiller de l'identité du corps, du prénom, de l'histoire, d'une personnalité qui aurait tel ou tel défaut, plus en fait on va cesser de mettre trop de mots et d'étiquettes sur qui l'on est, plus on va s'élever. Et
le domaine de la famille, le domaine du transgénérationnel, le domaine des héritages émotionnels sont des éléments parmi tous les autres pour déconstruire ce qu'on croit être et pouvoir enfin accéder à la partie de notre être qui est déjà libre de tout ça, déjà accompli et déjà dans une perfection qu'on peut appeler sacrée. Voilà, donc j'espère que ça répond à ta question. Voilà sur le thème de la relation spirituelle parent-enfant. On pourrait en parler des jours et des jours, mais j'ai essayé d'amener au moins une base d'informations concrètes pour vous apporter des éléments. N'hésitez pas, que ce soit sous cette vidéo si vous la voyez en replay ou sur YouTube ou même par mail, à me contacter si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez besoin de ressources. Vous avez aussi mon blog sur lequel j'ai posté beaucoup d'articles et d'informations sur l'enfant intérieur, sur les vieilles âmes, sur comment accompagner un enfant qui a une vieille âme, sur les niveaux de conscience. Donc n'hésitez pas à aller lire tout ça, vous imprégner si ce sont des sujets qui vous intéressent. Et je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour un nouveau live. N'hésitez pas à m'envoyer d'ailleurs en DM ou en commentaire des sujets qui pourraient vous intéresser, qu'on pourrait aborder ici. Je sais que j'avais fait un sondage en story où le sujet de la médiumnité semblait beaucoup intéresser. Donc pourquoi pas, hein, je vais y réfléchir. Mais si le sujet de la médiumnité vous intéresse, je vais peut-être essayer de trouver une manière de l'amener qui soit pertinente et qui puisse répondre aux interrogations du maximum de personnes. Donc n'hésitez pas, voilà, si besoin, à m'envoyer les sujets qui vous passionnent et que vous voulez qu'on explore ensemble. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Merci beaucoup, merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir été là.